Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet particulier. On cherchait une idée pour faire un nouveau webinaire et puis je me suis rappelé que depuis quelques années déjà, alors c'est toujours intéressant parce que bon, le jeu Resolvia, je pense que c'est le plus connu aujourd'hui, mais celui qui est moins connu, c'est le jeu Middlefield. Que je l'ai conçu il y a 5 ans, je l'ai utilisé un peu, je trouve que c'est passionnant et j'aurais très envie de l'utiliser davantage. Et donc, je vais vous en dire 2 mots et puis voilà, on pourra en parler ensemble. Si parmi vous, certains ne connaissent pas l'approche de Palo Alto, enfin, ou d'une manière peut-être un peu plus éloignée que la plupart d'entre vous, je vais peut-être en dire 2 mots avant de commencer la présentation des jeux et de leur utilisation. Donc, je vais articuler mon travail autour de, enfin, ma présentation d'aujourd'hui, pardon, autour de des 2 jeux. Je vais commencer par Resolvia, qui est le plus simple et probablement le plus accessible à tous, première partie, pendant ces 25 premières minutes. Et puis, dans la demi-heure qui suivra, on parlera de Middlefield, qui est plus un jeu pédagogique, en fait, pour accompagner des formations. Et que voilà, que j'aurai plaisir à vous présenter. Pour dire 2 mots de l'approche de Palo Alto, donc c'est une approche que j'utilise depuis 25 ans maintenant pour intervenir dans les entreprises. Je le fais de 2 manières différentes, soit pour des accompagnements individuels, soit pour des accompagnements collectifs. Et puis j'ai toute une activité de formation qui concerne en fait le partage en fait de mes expériences concrètes que je réalise en menant ces interventions avec l'approche de Palo Alto. Et là, je vous dirai 2 mots sur les formations à la fin, puisqu'on a quelques dates qui sont prises et qu'il faudrait que je vous rappelle avec l'aide de Carole, très certainement. Alors, concernant l'approche, je vais en dire des choses simples. Donc, c'est une approche que je trouve élégante, efficace et économique, parce que finalement, c'est une approche qui permet de changer bon nombre de situations dans des temps qui sont extrêmement courts. C'est une approche plutôt d'intervention brève, je vais dire, et élégante parce que voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir des interventions qui soient extrêmement minimalistes, qui vont requérir peu de temps de présence chez les clients et pour maximiser les résultats, pour dénouer des situations qui sont compliquées, débloquer, réassouplir des situations de collaboration entre des équipes. Là, j'ai encore eu de nombreux exemples cette année. C'est très efficace de ce côté-là. Et pour dire 2 mots du cœur de l'approche, donc on est dans une approche qui est non normative, non pathologisante, mais responsabilisante. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je ne sais pas mieux que mes clients que j'accompagne ce qui est bon pour eux, c'est eux qui me disent quand l'intervention est suffisante, quand ça leur convient en termes de résultats. Ça, c'est le côté non normatif. Non pathologisant, ben, ça, c'est un peu ma posture, moi, d'intervenant, qui est que je ne vais pas commencer à classer ou à étiqueter les personnes auprès desquelles j'interviens pour dire celui-ci a telle chose, celle-là telle autre chose. Mais même les comportements les plus étonnants, j'ai envie de dire, pour ne pas dire les plus bizarres, sont, avec l'approche de Palo Alto, des comportements qui sont logiques en regard du contexte dans lequel ils ont lieu. Donc j'ai tout un travail d'anthropologue à faire pour aller à la découverte. En fait, moi, à chaque fois que j'interviens dans une situation, je pars en voyage, parce que même des comportements très inhabituels vont trouver leur logique. Et vraiment, mon travail, c'est de normaliser, j'ai envie de dire, enfin, de rendre, pas de dépathologiser, pardon, j'allais dire une bêtise, mais de faire en sorte que ces comportements s'articulent parfaitement aux comportements auxquels ils sont confrontés dans le contexte dans lequel ils ont lieu. Et l'approche est responsabilisante, c'est le 3e mot que j'en dirais, parce que
je ne cherche pas le changement plus que les clients que j'accompagne. C'est à eux d'intervenir, c'est à eux de changer des choses dans leurs interactions pour produire à leur fois à leur niveau ce qu'on va appeler des expériences émotionnelles correctrices et aussi créer des nouveaux apprentissages pour les contextes dans lesquels ils interagissent. Alors, le cœur de l'intervention, c'est sur les interactions, et c'est ça qui est très chouette avec l'approche de Palo Alto, parce que c'est quand même beaucoup plus facile de pouvoir changer des interactions que de changer des personnalités. Donc, c'est, je pense, ce qui va nous permettre d'avoir une certaine efficacité en travaillant avec cette approche. Bon, tout au long de ces années d'expérience, et notamment dans le champ de la formation, dans les premiers apprentissages, je suis une progression pédagogique qui est, on fait des études de cas, et puis il arrive, la troisième journée était toujours consacrée en fait au travail sur des cas réels qui étaient amenés par les participants. Et en fait, je me suis rendu compte que bon, c'est une formation qui bouscule un peu, qui bouscule nos représentations. Et je pense qu'un certain nombre d'entre vous peuvent en être les témoins, parce que voilà, ça vient un peu nous demander de changer des habitudes, en fait, que de pratiquer cette approche interactionnelle. Et c'est pas si facile que ça. On peut prendre 5 minutes. En 5 minutes, je peux vous expliquer en quoi consiste l'approche, mais après, on peut la travailler quand même pendant toute sa vie professionnelle et au-delà, si on a du plaisir aussi pour continuer. Et donc, en fait, je me rendais compte à l'occasion de cette troisième journée de formation que finalement, faire le saut d'une étude de cas à un travail sur une étude, enfin sur une situation réelle, c'était jamais très évident. Et un jour, j'ai eu la chance de pouvoir accueillir Maxence, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui avec nous, Maxence Valbrou, qui, pour certains d'entre vous, doivent le connaître. Il a son blog qui est très connu, qui s'appelle Bloculus, où il fait vraiment un magnifique travail de vulgarisation de beaucoup de pratiques dans le champ des relations humaines. Et Maxence était emballé par la formation et il m'a dit, mais oh, pourquoi ne pas créer un jeu à partir de ce que tu proposes toi en termes de formation? Et je lui ai dit, oh, bah, chiche, très bonne idée. Et c'est comme ça qu'on a créé le jeu Resolvia, qui est un jeu de cartes, en fait, dont la vocation est de réduire la complexité des situations auxquelles on réfléchit. Alors justement, juste une seconde, j'attrape le jeu Resolvia, hop, voilà, je ne l'avais pas sous la main. Le voici, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran un peu. Voilà, je vais ouvrir le jeu de cartes Resolvia qu'on a conçu avec Maxence pour pouvoir vous le présenter, vous l'expliquer. Donc, en fait, ce jeu Resolvia est un jeu pour s'intéresser à la description d'une situation qui serait compliquée sur le plan interactionnel. Et on a édité une petite règle du jeu qui accompagne le jeu avec le travail que l'on fait avec Resolvia. Et je vois que Jérôme, merci Jérôme, dit que c'est un de ses jeux préférés, un de ses outils de travail préférés, c'est gentil. Et en fait, je crois qu'il est extrêmement accessible, parce que moi j'ai fait... Alors en fait, la règle du jeu est très simple, elle reprend la grille de travail que j'appelle la grille d'intelligibilité de l'approche de Palo Alto, avec les 5 questions qui nous orientent dans ce travail-là. Quels sont les acteurs en présence? Donc, on essaye de dessiner à l'aide des cartes le système pertinent sur lequel il s'agit d'intervenir. Et puis après, on essaye c'est la deuxième carte, de comprendre qui fait quoi dans cette situation qui est compliquée et comment finalement, qu'est-ce qui caractérise le plus les tentatives de solution des uns et des autres qui participent à créer la difficulté sur laquelle il s'agit de travailler.
Puis après, on va se poser la troisième question que l'on se pose avec l'approche de Palo Alto, c'est à savoir qui est client d'un changement dans cette situation-là, c'est-à-dire qui serait le plus facilement mobilisable dans la situation pour créer du changement, c'est-à-dire qui serait le plus prêt à faire différemment pour que la situation ne se passe pas de la manière dont elle s'est passée jusqu'à présent, qui était une façon peu fructueuse. Quatrième question que l'on se pose à l'aide du jeu Resolvia, c'est on va commencer à réfléchir sur les premiers signes de changement. Notre client qui est prêt à se mobiliser, qu'est-ce qui lui ferait dire que la situation commence à évoluer, va un peu moins mal, va un peu mieux, ou que tous les espoirs ne sont pas perdus par rapport à cette situation-là? Donc c'est lui qui répond de son côté. Et puis la dernière question, c'est que faudrait-il faire de différent dans cette situation? Donc voilà, en général, quand moi j'utilise le jeu, je prends 5 minutes pour expliquer comment le jeu fonctionne. Je vais vous montrer. Donc le système, voilà, on a des cartes qui sont là pour nous permettre de savoir qui est dans la boucle, en fait, de la difficulté. Est-ce que c'est une personne, deux personnes qui seraient en interaction l'une avec l'autre, une personne et une autre et un petit groupe, ou est-ce que c'est un petit groupe et un grand groupe? Comment de toute façon, le modèle reste tout à fait pertinent, j'ai envie de dire, quelles que soient les parties qui sont en interaction les unes avec les autres. Et puis après, dans le jeu, voilà, on a des cartes qui nous permettent de repérer les tentatives de solutions qui ne fonctionnent pas, du style j'insiste, donc je tente diverses approches afin de parvenir à mes fins, ou j'ignore mes interlocuteurs, ou c'est moi qui parle le plus fort, ou alors je suis pris dans tout un ensemble d'interactions qui confinent à l'évitement, où je vais essayer de vous convaincre, etc., etc. Donc, on a plein de cartes comme ça qui nous permettent de marquer, de repérer les principales tentatives de solution. Et puis, Maxence m'avait suggéré, et c'était une très bonne idée, parce qu'en fait, ça fonctionne très, très bien. Probablement, vous pourrez apporter quelques témoignages de ce point de vue-là. J'ai quelques cartes qui permettent de repérer les principales émotions. Alors, pour ceux qui ont des formations très élaborées autour des émotions, nous, on est assez simple dans notre manière d'aborder. Je vois que Béatrice, elle a le jeu sous les yeux en même temps que je parle. C'est mignon. Et voilà, chacun voilà, on met un peu dans quel état les parties se sentent. Est-ce qu'elles ont peur par rapport est-ce qu'elles éprouvent de la peur? Est-ce qu'elles éprouvent plutôt du plaisir? Parce que des fois, on peut avoir un peu de plaisir quand même à torturer les personnes qui sont autour de nous, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont, ou profondément dans la tristesse, ou est-ce qu'elles ressentent de la colère? Qu'est-ce qu'il en est? Voilà. Et puis, une fois et donc, en fait, les participants, ceux qui utilisent le jeu, me disent souvent, c'est super, en fait, ça marche vraiment bien, on a du plaisir à mettre ces cartes-là. Vient maintenant, j'ai envie de dire, le moment le plus délicat quand il va falloir trouver comment faire différemment. Et là, vous avez vraiment un mode d'emploi avec quelques grandes stratégies pour pouvoir intervenir. Et ça, en fait, ces stratégies-là vous permettent de commencer à concevoir une intervention qui va être stratégique en regard de la situation. Ceux qui utilisent le jeu trouvent toujours des très bonnes idées, rien qu'à partir de ces éléments-là. Et donc, ça m'épate toujours parce que j'ai utilisé ce jeu à l'occasion donc des formations, donc là, il n'y a pas de souci, je suis là avec les participants pour donner quelques conseils complémentaires, mais aussi à l'occasion d'un certain nombre de conférences que j'ai pu donner, ateliers, conférences, dans lesquels il y avait des moments de travail. Et donc, c'est des personnes auxquelles j'ai très, très peu expliqué l'approche de Palo Alto, et je suis toujours très étonnée des moments extrêmement constructifs. En 20 minutes, une demi-heure de travail avec le jeu, il y a plein d'idées nouvelles qui apparaissent sur comment travailler différemment la situation. Donc, je crois que Maxence, par l'intermédiaire du site de Blocus, arrive à en vendre pas mal. Moi aussi, j'arrive à partager facilement le jeu. Donc, n'hésitez pas à vous procurer si certains d'entre vous ne l'ont pas.
Peut-être la dernière chose que je pourrais vous dire à propos de ce jeu, c'est que c'était très intéressant parce que dernièrement, j'étais dans une intervention chez un client. On avait travaillé avec le jeu et c'était une situation un peu délicate sur laquelle on travaillait. Et on a eu une idée un peu complémentaire. En fait, comme on travaille sur une interaction entre deux parties, on peut aussi utiliser le jeu pour faire représenter la situation par chacune des parties, en fait. Et donc, on peut, à ce moment-là, ce qui est très intéressant, c'est de faire un travail dans lequel on va rapprocher les deux représentations. Si vous avez deux jeux sous la main, donc moi c'est chic, hein, comme ça je vous en vends davantage, mais si vous avez deux jeux sous la main, ben, vous distribuez un jeu, vous expliquez comment ça fonctionne à l'une des parties, puis vous utilisez un deuxième jeu pour l'autre des parties, et puis après vous leur demandez. En fait, ça crée un dialogue qui est extrêmement constructif parce que les deux parties peuvent comparer leur représentation de la situation. Bon, normalement, ça facilite la résolution. Après, s'ils ne sont pas d'accord sur la représentation, bon, comme vous êtes des bons intervenants, vous arriverez à assouplir les choses, il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Voilà, très rapidement, la présentation de ce jeu Resolvia, que donc, certains d'entre vous connaissent déjà. Et donc, je serais très intéressée justement que ceux qui le connaissent ou ceux qui l'ont pratiqué apportent un témoignage un peu, peut-être de l'expérience qu'ils ont pu faire avec le jeu. Ça donnera des idées à tout le monde. Je vous laisse la parole. Qui pourrait se lancer? Je peux, si tu le veux bien, Olivier. Bonjour à toutes et tous. Oui, vas-y, Julien, je t'en prie. Donc, moi, je l'ai utilisé dans différents domaines. Déjà, pour moi, c'est-à-dire que je trouve que c'est aussi un outil d'auto-coaching vachement intéressant. D'accord? Clairement, j'ai été confronté à des situations qui sont celles que mes clients peuvent également rencontrer. Et je me suis amusé à l'utiliser et j'ai pu voir et représenter visuellement le cercle vicieux dans lequel j'étais pris. D'accord? Et ça m'a donné de la ressource pour tenter d'adopter des stratégies relationnelles un peu différentes, de changer mon regard sur mon interlocuteur ou mes interlocuteurs. Donc D'accord? en ça, c'était vraiment, vraiment chouette. Et je suis très, très souvent dans des postures de formateur sur sur des formations très, très opérationnelles de management de proximité et Oui? où j'ai des gens qui sont face à moi, en termes de profil, ce sont des gens qui se sont plutôt faits eux-mêmes. C'est pas des gens qui ont un parcours académique forcément classique. C'est souvent un peu chaotique et c'est parfaitement accessible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a les jeux de cartes, à partir du moment où on les guide tranquillement, d'un seul coup, il y a des déblocages et il y a des prises de conscience fabuleuses qui se font. Donc Bon, voilà. super, merci pour ton témoignage, Julien. Est-ce qu'il y aurait un autre témoignage? Je ne vois pas si quelqu'un veut prendre la Moi, parole. je veux bien. Oui, vas-y, vas-y, Olivier, oui. commence. Oui. Moi, je l'ai utilisé dans le milieu familial parce qu'on a quelques boucles comme ça par hasard dans les familles. Et Ouais, puis toujours un peu c'est plus. un bon terrain pour s'entraîner, Florence, en plus, c'est bien. Oui, c'est ça. Et Ouais. donc, j'ai expérimenté avec mon mari. On avait une situation avec un de nos enfants et il ne connaît pas Palo Alto du tout. Et donc, on a déroulé le jeu et c'était vraiment très intéressant parce que comme je fais partie du système aussi, j'avais pas envie Enfin, c'était délicat pour moi. Et l'appui des cartes a été vraiment aidant parce qu'on a fait les étapes petit à petit, m'a posé des questions plus. Et du coup, moi, je dis, moi, je verrais plutôt ça, ça et toi. Et donc, finalement, c'est en fait assez naturel. Et la cartographie avait à la fin ben, nous a plu et du coup, ça nous invite à agir un peu différemment pour voir ce qui se passe. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est euh, accessible à tous, quoi. Le jeu est vraiment, oui, c'est accessible. Bon, il n'y a pas les subtilités qu'on pourrait avoir quand on a une situation beaucoup plus complexe en collectif, mais je trouve que sur une interaction où il y a deux, trois personnes, comme je l'ai essayé en tout cas, ça a bien marché. Donc peut-être qu'avec des grands groupes, ça vaut la peine, mais j'ai pas encore osé le faire.
Bon, prends ton temps, Florence, tu sais. Merci Florence pour ton témoignage. Est-ce qu'il y en aurait un autre, une autre expérience d'utilisation? Oui, bonjour Olivier. Jérôme, Oui, Jérôme. je peux peut-être témoigner. Donc moi, je l'utilise beaucoup. Je le trouve très puissant. Donc milieu professionnel, notamment donc les phases que tu as décrites, les différentes questions. Et ce que je trouve formidable, c'est qu'à chaque étape, il se passe quelque chose. Et avec des questions qui, pour moi, sont des questions puissantes. Celle qui m'a toujours bluffé, c'est qui est client pour le changement. Parce que souvent, on a une personne donc, qui vient nous voir Ouais. et qui est alors dans une plainte, hein, c'est pas péjoratif de ma part, mais qui exprime donc effectivement une plainte donc dans la relation donc à l'autre. Déjà, ça permet donc un travail d'exploration, de clarifier vraiment qui est de côté, parce que ça peut être avec une équipe, mais en creusant, voilà, c'est qui l'équipe? Est-ce que c'est l'ensemble? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est deux personnes? L'outil par rapport à ça aide beaucoup. Ce que tu as souligné, c'est-à-dire le travail qui est fait sur les émotions, mais on travaille l'empathie. Parce que souvent, donc, il y a un jeu relationnel qui s'est installé, cette boucle, et on n'a plus la prise de recul qu'il se passe quelque chose émotionnellement chez l'autre. Et donc, ça permet de rentrer donc, dans l'exploration. Et bon, et les quatrième et cinquième phases également qui sont très puissantes, dans le sens conscientiser qu'est-ce qui se rejoue. Et après, la partie qui est très bien faite également, donc à la fois avec les différentes stratégies paradoxales proposées et aussi les petits exemples qui aident Ah, beaucoup à la tips, compréhension. request, en fait, Ouais. c'est ça? Ouais. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Mhm. Donc extrêmement bien conçu et ça marche. Ça m'arrive également d'accompagner des professionnels de l'accompagnement et je suis toujours bluffé pour voir à quel point ça peut marcher avec eux, y compris chez des gens qui ont déjà été exposés à l'approche de Palo Alto. Donc voilà, je trouve ça vraiment très très chouette. Voilà. Top. Et je vais Merci. t'en racheter en anglais. Ah oui, merci Jérôme de préciser les choses parce qu'en fait, ce que je dois partager avec vous, c'est que c'est un jeu dont j'ai 5 versions différentes. Donc, il y a en français, en anglais, en allemand, en italien et en espagnol. Donc, et en fait, moi, j'ai un rêve qui serait, enfin, j'imagine, parce que comme il y a des entreprises qui sont quand même très internationales maintenant, j'ai imaginé une situation dans laquelle il y aurait un italien, un espagnol, un anglais, etc., autour de la table. Chacun aurait le jeu dans sa langue, mais comme c'est les mêmes images pour tous, je suis sûre que ce serait une expérience vraiment géniale à faire, de voir un peu, dans le respect des langues de chacun, qu'est-ce que ça donnerait de travailler sur une situation qui serait compliquée dans un milieu international, quoi. Et je te propose de tester le franco-anglais, moi, parce que j'ai des équipes franco-américaines. Vas-y. Donc, et en fait, il y a deux formats aussi. Je ne sais pas lequel tu as, si vous avez le petit ou le grand format, Jérôme. Et Alors, justement, là, j'ai un grand format en anglais. hmm, Celui-là, c'est un grand format qui est ok. en anglais par rapport au petit. Comme ça, vous voyez la différence de taille, en fait, entre les deux. Bon, celui-là, c'est celui de poche et celui-là, c'est celui de voyage, en fait. Voilà. Ok, merci Jérôme pour ton témoignage. Est-ce qu'il y aurait une autre expérience que vous auriez faite ou une question autour du jeu? Oui, moi j'ai deux questions, Olivier, si c'est Oui, possible. Hélène, C'est vas-y. Hélène. Oui, vas-y. J'ai deux questions. Je voulais savoir si tu es très, en tant qu'animateur, est-ce que tu es interventionniste? Est-ce que tu guides un peu par un questionnement ou pas du tout? Et l'autre question, c'est quels sont les pièges ou les dangers auxquels tu as pu assister? Enfin, en gros, quand ça se passe mal, qu'est-ce qui fait que ça se passe mal? Ben, en fait, alors, Hélène, est-ce que tu imagines que je suis interventionniste? Je donne le jeu et je les laisse se débrouiller. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais Bon, c'était une question piège, tu n'es pas tombé dedans. non, non, je pouvais pas tomber dedans. Donc, non, je ne suis pas interventionniste avec le jeu. Je leur donne les cartes. Je trouve que tout le monde se débrouille merveilleusement bien. Et ça m'éclate. Enfin, non, mais c'est vraiment fascinant. Comment Enseigne. chacun s'approprie. J'ai peur, tu vois, en étant interventionniste, peut-être de trop orienter les choses. Et donc, après, on peut en discuter, mais dans toute cette phase, il se passe énormément. Les gens sont hyper intelligents ensemble. Enfin, ils y arrivent extrêmement bien. Donc, ma posture, c'est vraiment juste de confier le jeu et puis chacun se débrouille avec ça. Ce sera parfait, tu vois.
Et après, tu dis des choses qui ne fonctionneraient pas, c'est ça ou... Oui, oui. Est-ce qu'il y a des dangers, des pièges ou des situations éclairantes quand ça se passe mal? Qu'est-ce qui fait que ça se passe mal, entre guillemets? Je n'en ai connu aucune, en fait. Non, aucune. Enfin, pas à ma connaissance, en tout cas. Ok, merci. Moi, j'ai peut-être une question. Donc, en fait, c'est Rémi. J'ai fait l'approche systémique niveau 1, mais avec François Duterme. Avec Claude. Claude Duterme. Et non, j'avais une question sur parce que je savais pas qu'on pouvait aussi le faire avec séparément. Je trouve ça c'est une super idée parce que j'ai en ce moment un conflit interactionnel. Donc, il y a deux personnes ça monte en escalade. Donc, le faire d'une partie avec une personne et l'autre partie. Après, pour le rapprochement, comment ça se passe? C'est-à-dire que chacun explique sa vision et on les laisse se débrouiller, s'expliquer, ou il y a... Ben, en fait, si tu veux, moi, Rémi, je pense que oui, c'est ça, il faudrait que chacun... je pense que déjà, pédagogiquement, il faut que tu fasses une petite intervention paradoxale en leur disant « je vous demande de ne pas vous mettre d'accord ». D'accord ? Ce sera plus facile à gérer derrière s'ils ont des points de vue qui sont différents les uns les autres. Et après, tu leur demandes à chacun de décrire la boucle, d'expliquer leur décodage en fait des interactions, leur point de vue. Et vraiment, si tu laisses du temps pour ça, je pense qu'interactionnellement, déjà, ça va faire bouger énormément de choses dans la situation. Et c'est pour ça que peut-être, tu vois, tu pourrais dire, je vous laisse décanter, et puis on en reparlera, tu vois, ce sera déjà un premier niveau d'intervention qui, à mon avis, sera extrêmement fructueux. D'accord. Okay. Merci. Est-ce qu'il y a une autre... Olivier, oui, tu as une question sur le chat, sur toi qui as pas mal justement d'expérience et de pratique. Est-ce que tu as un retour d'expérience avec des personnes qui sont justement dans des situations très tendues ou d'animosité? Voilà, peut-être encore plus même développé que ce qui vient d'être précédemment évoqué. Dans des groupes peut-être aussi? Alors moi, je l'ai utilisé dans un groupe justement de développeurs informatiques, qui était un groupe qui était confronté à des difficultés d'interaction avec leurs commanditaires, avec les métiers qui étaient leurs commanditaires. On avait organisé un séminaire. J'avais donné quelques points de repère autour de l'approche de Palo Alto. On avait fait un diagnostic interactionnel dans le cadre de cette intervention qui avait été restituée. Et en fait, l'idée, c'était de mobiliser les développeurs pour qu'ils changent leurs interactions avec les métiers, parce que, justement, pour les faire passer, comme le disait Jérôme tout à l'heure, d'un niveau qui était plus un niveau de plainte, où ils attendaient beaucoup de changements du côté des métiers, à un niveau dans lequel ils allaient reprendre les initiatives en termes d'interaction vis-à-vis des métiers. Et donc, on avait fait plein de sous-groupes qui avaient repéré des thématiques sur lesquelles travailler, et ils avaient travaillé en fait avec le jeu, et ils avaient trouvé plein d'idées sur comment interagir différemment dans ces différentes situations. Maintenant, dans des situations extrêmes, alors c'est intéressant parce que ce que je voudrais... Je ne l'ai jamais utilisé à chaud dans une situation de conflit qui a lieu. Il y a toujours un espèce de décalage indirect, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui me dit « oh, j'en peux plus dans telle situation » et donc on peut travailler avec le jeu. Il y a toujours une espèce de recul. Mais si je devais intervenir sur une situation conflictuelle, un peu comme l'évoquait Rémi tout à l'heure, moi je pense qu'il y a un joli travail à faire avec ça. Et il va falloir avancer très doucement. Mon conseil, dans une situation extrêmement délicate, ce serait avancer le plus doucement possible. Alors, j'ai vu 2 questions dans le chat. En néerlandais, on est dans les starting blocks pour le faire en néerlandais. Il n'y a pas de souci. Si quelqu'un se sent d'attaque, il faudrait que je repense, mais je sais qu'il y avait quelqu'un qui s'était proposé de me le traduire en néerlandais, donc c'est tout à fait possible de l'avoir en néerlandais aussi. Pourquoi pas?
et ce ne serait pas très long à faire comme travail pour le mettre à disposition. Luxembourgeois, ce sera plus difficile, en fait. Mais tous les luxembourgeois parlent très bien le français, donc ça devrait pouvoir fonctionner à fond. Et portugais, bien entendu, pourquoi pas. Carole, tu auras un partenaire pour le traduire en portugais. Hein. Ce sera pour toi. Et alors, où se le produire? Vous m'envoyez un petit message. Et moi, je vous le fais parvenir parce que j'en ai tout un stock que j'ai j'ai tout un stock que j'ai fait imprimer chez un imprimeur ici à Montmartre. Donc, elles sont un petit peu différentes de celles que vous avez peut-être pour ceux qui en ont une version un peu plus ancienne. Il n'y a plus de bord blanc et il y a une jolie boîte en carton maintenant avec le jeu. Donc voilà, n'hésitez pas. Le coût du jeu, c'est 35 €, plus les frais d'expédition qui sont de à peine 5 €. Hein. J'ai trouvé un système pour l'envoyer rapidement à droite, un peu partout sur le territoire. N'hésitez pas. Et pour les grands formats, Olivier, c'est le même prix? Alors pour les grands formats, non, c'est 100 € pour le grand format. Et même chose, l'imprimeur, j'en ai, mais je pourrais en faire réimprimer. Les frais d'expédition, c'est la même chose? Alors, je ne sais pas parce que le grand, je ne l'ai jamais expédié pour l'instant. À mon avis, ça peut être un petit peu plus, peut-être plus aux alentours de 10 € ou quelque chose comme ça. Et là, il faut que je me renseigne auprès de la Poste. Ok, merci. De rien, Jérôme. Ok, on s'arrête là sur Resolvia. On parle de Middlefield. C'est bon pour vous? Ok, alors j'y vais. Alors, en fait, je pense que Middlefield, je l'ai créé avant Resolvia. Parce que je cherchais un moyen de faire apprendre l'approche de Palo Alto par l'expérience interactionnelle. En fait, c'était ça. Je me disais, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un jeu qui deviendrait un support pédagogique, c'est-à-dire qui permettrait de faire vivre une expérience aux participants de la formation? Est-ce que je pourrais réussir à créer une situation conflictuelle entre les participants dont je maîtriserais le déroulement pédagogique ou leur faire vivre un champ d'expérience interactionnelle sur lequel je pourrais m'appuyer pour faire passer un certain nombre de notions qui sont proches, enfin de notions en lien avec l'approche interactionnelle de Palo Alto. C'était ça l'idée de départ. Et j'intervenais à l'époque à l'ENSIB à Lyon, où je formais des élèves conservateurs qui étaient très intéressés. Enfin, il y avait beaucoup de chercheurs qui faisaient aussi des recherches sur les serious games à cette époque-là. Et puis, je connaissais une petite entreprise de jeunes créatifs lyonnais qui s'appelle Tada. Bon, alors, j'en connais une plus particulièrement pour l'avoir un petit peu élevée pendant quelques années. Et c'est eux, en fait, ils m'ont dit, mais Olivier, chiche, on fait un jeu, c'est hyper intéressant, on a plein d'idées qu'on pourrait partager avec toi. Et j'ai dit, ah ben chiche, on y va, on va créer un jeu. Et en 2017, j'allais dire en 1997, non, c'est pas ça, en 2017, est né Middlefield. Alors, Middlefield, il y a un petit clin d'œil qui est fait à l'approche de Palo Alto. Pour ceux qui connaissent bien l'approche de Palo Alto, ils doivent pouvoir retrouver ce que c'est que Middlefield. Est-ce que quelqu'un a une idée? En fait, Middlefield, c'est l'adresse du BTC, du Brief Therapy Center de Palo Alto. C'est là où a été créée en fait l'approche de Palo Alto. C'est de là
que tout est parti. C'était 555 Mansfield Road à Palo Alto que se trouvait donc le Brief Therapy Center. Et donc, je me suis dit, oh ben ça, c'est un joli nom pour le jeu et ce sera pour moi une manière de rendre hommage à l'approche de Palo Alto. Et donc, en fait, on a imaginé un cas. Donc, c'est l'histoire d'une entreprise commerciale. Alors, je vous partagerai, j'ai un petit document de synthèse que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, c'est une entreprise commerciale qui fabrique du mobilier, en fait. Et cette entreprise commerciale, donc on a un petit recto verso qui permet de faire connaissance avec le contexte, d'accord, le contexte de l'entreprise, voilà. De cette entreprise immobilière. Et cette entreprise immobilière, elle cherchait à se développer en Chine. Et puis tout d'un coup, il y a eu un clash. Le projet chinois a capoté. Et alors, on démarre dans l'histoire à ce moment-là, avec le projet chinois. Et puis, on a 5 protagonistes. On a une assistante de direction, un assistant ou une assistante de direction, il y a l'écriture inclusive, un chargé ou une chargée de mission, on a une directrice ou un directeur qui n'était pas très content de ce qui s'est passé, et puis on a un directeur de projet qui est un petit peu à l'origine de la boulette et qui voilà, cherche à cacher un peu l'erreur qui a été faite. Et alors, en fait, pour chacun des joueurs, on a fait comme ça, finalement, un rôle. On a bâti des rôles avec des objectifs qui sont secrets et qu'ils doivent garder secrets, et qui sont des objectifs contradictoires les uns par rapport aux autres, en fait. Et on a un 5e personnage, alors que je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup l'utiliser dans des fois où j'ai utilisé le jeu, c'est un intervenant extérieur. Mais on peut faire des tables de 4 ou des tables de 5, et avec l'auditeur qui vient un peu aussi perturber le jeu par ses interventions. Donc, c'est assez amusant de ce point de vue-là. Donc, nos 4 personnages, voilà, ont chacun leur fil rouge à suivre pour jouer. Et puis, après, on va utiliser un plateau de jeu. Alors, attendez, je l'attrape, il est juste à côté de moi. Le voilà. Donc, ça, c'est la petite carte de présentation du jeu Middlefield. Là aussi, alors, c'est génial parce qu'on a aussi des petites règles du jeu qui sont précisées ici sur des petites cartes. Hein. C'est des toutes petites cartes à chaque fois. Voilà. Et puis, et ce que je trouve absolument génial dans ce jeu, c'est qu'on on joue avec un sablier. En fait, on distribue 3 cartes aux 4 personnes aux 4 ou 5 personnes qui sont autour de la table au départ. Et puis, c'est parti, il y a une pioche. Et dans la pioche, on a des cartes qui sont mélangées. Alors, il y a des cartes actions. Je vous donne un exemple d'une action. C'est vous êtes libre d'interagir avec le ou les personnes de votre choix. Vous quittez la table, vous vous isolez, vous restez assis, vous écrivez un mot. Durant ce temps, les autres joueurs peuvent interagir librement. Et puis, on a un sablier. Et ça, c'est pour 1 minute. Donc, ça, c'est pour 1 minute. Est-ce qu'il y en a pour 2 minutes aussi? Je crois qu'il y a des pauses de 2 minutes. Non, là, je vois qu'il n'y en a que des 1 minute. Voilà. Ah oui, c'est dans les pauses, pardon. Il y a des cartes pauses et dans les cartes pauses, il y a 2 minutes de pause. 2 minutes de pause pour tout le monde, sauf contre-indication. Chacun est libre d'interagir. Comme si c'était une pause d'entreprise. On va à la machine à café, on parle les uns avec les autres, on se confie des secrets, on monte des intrigues les uns avec les autres. Donc ça, c'est les cartes pauses. Et puis après, c'est un peu comme au Milborn, en fait. On a fait des cartes coup de bol et coup dur. En fait, les roses et les rouges, c'est les coups de bol et les coups durs. Alors, dans les coups de bol, c'est votre petit chocolat vous redonne de l'énergie, piochez 2 cartes et rejouez une fois. Ça, c'est une carte coup de bol. J'en donne un autre exemple. Vous êtes membre du comité d'entreprise, retirez un coup dur à vous-même ou à la personne de votre choix, parce que quand même, quand des fois, on a des petits passe-droits, des choses comme ça qu'on peut mettre en œuvre. Bon, c'est super rigolo, en fait.
ces petites cartes-là. Et puis, je vous lis une ou deux cartes pour les coups durs. Surcharge de travail. Le joueur de votre choix ne participe pas à la prochaine pause. Donc, on désigne quelqu'un. Mise au placard. Le joueur de votre choix ne reçoit plus de notes de service. Et ici, le joueur de votre choix doit placer à chacune de ces rencontres un mot choisi par vous. Voilà, on peut faire un peu des blagues comme ça entre nous. Et puis après, il y a les cartes notes de service qu'on a inventées. Et donc là, vide dressing organisé par le CE, chaque joueur pioche une carte dans le jeu de son voisin de droite immédiatement. Vous voyez, on demande des transferts de cartes aussi. Pas de pause pendant 2 tours. Ici, mélanger les mains de tous les joueurs et redistribuer les cartes à tout le monde. En fait, je trouve ça absolument génial parce que je trouve que quelque part, on est près de toutes les blagues interactionnelles auxquelles on est confronté dans la vie de tous les jours. J'aime bien cette idée de brouiller aussi les cartes comme on peut brouiller les pistes parfois dans un certain nombre de situations. Donc voilà, là on a tous les ingrédients du jeu et dans ma manière de l'utiliser sur le plan pédagogique, en fait, je fais 3 sets de jeux. Au cours d'une journée de formation, parce qu'en fait, c'est souvent un jeu que j'utilise tout au long d'une journée, je vais faire 3 sets de jeux, 3 périodes de jeu. Je pense que la première, elle est assez longue, la première, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une espèce de dynamique qui se crée. Puis bon, c'est pas super rapide quand même parce que bon voilà, on réfléchit, bon, on a essayé de comprimer les temps avec les sabliers, hein, mais tout ça prend un petit peu de temps quand même malgré tout, donc il faut pratiquement jouer, j'ai envie de dire aux alentours de 50 minutes, 1 heure pour un premier tour, histoire que tout le monde puisse s'installer à l'intérieur. Et puis après le premier tour, moi, je fais des apports pédagogiques, un peu sur les axiomes de la communication. Alors, j'ai préparé des KISS pour que chacun reparte avec quelques éléments. Là, vous reconnaissez tous la boucle interactionnelle qui est résumée là. Et puis, au dos, il y a les premiers éléments de la grille que vous connaissez aussi. Quel est le problème? Quelles sont les tentatives de solution? Quel est le thème des tentatives de solution? Pour ceux qui connaissent bien l'approche de Palo Alto. Et là, c'est un mémo pour pouvoir réussir à cerner le problème. D'accord? Ça, c'est sûr. Donc, c'est tout ce qui va aller avec le premier set de jeu. Enfin, c'est dans le débriefing du premier set de jeu que je vais introduire ces premiers éléments de formation. Et puis, je m'amuse à changer la composition des équipes pour le deuxième set de jeu, pour compléter. Donc, vous savez bien que du point de vue de l'approche de Palo Alto, on essaye de faire des expériences émotionnelles correctrices, des différences qui fassent des différences. Et donc, je trouve ça hyper intéressant de garder les mêmes. Chacun garde son personnage, mais on change la composition des tables. Et donc, dans le deuxième set de jeu, les interactions ne sont pas les mêmes, puisque ce n'est pas les mêmes personnes qui jouent, puisque chacun a des manières différentes de réagir. Et donc, des difficultés qui étaient des difficultés au premier tour commencent peut-être à disparaître, ou il y en a d'autres qui apparaissent dans le deuxième set de jeu. Et entre le premier et le deuxième set de jeu, je demande aux personnes d'être attentives aux redondances interactionnelles. En fait, j'ai commencé à introduire la notion de redondance interactionnelle, et elles sont beaucoup plus à même de pouvoir observer beaucoup plus finement ce qui se passe dans les interactions. Premier set de jeu, je ne donne pas d'indication, puis je dis, bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, ça donne lieu à des tas de commentaires. Deuxième set de jeu, je leur demande de faire un effort pédagogique, en fait, en portant davantage d'attention sur les interactions délibérément et notamment sur les redondances, pour commencer à observer les règles du jeu en fait qui apparaissent et qui sont la plupart du temps un peu implicites chez les uns et chez les autres. Et puis, on fait de nouveau un grand débriefing et on arrive avec un deuxième KISS pour cette deuxième partie, et quelques recommandations sur la solution. Donc là, sur le 180, sur comment faire différemment avec des éléments qui sont extrêmement précis. Donc là, on travaille l'intervention à 180, c'est-à-dire quel serait l'opposé du thème des tentatives de solution, la formulation stratégique de cette intervention
Et puis les premiers signes de changement, une réflexion sur les premiers signes de changement qui apparaissent à ce moment-là. Le troisième set de jeux arrive, et donc je demande aux personnes de faire très différemment de ce qu'elles ont fait jusqu'à présent pour pouvoir changer leur manière d'interagir dans la situation. Et en général, là, ça dure à peine 20 minutes. Le troisième set de jeu est très court, le deuxième est un peu plus court, on fait une quarantaine de minutes, et le troisième, on le fait court, en 20 minutes. Tout le monde a résolu le problème parce que chacun a été attentif à faire très différemment de sa manière d'interagir jusqu'à présent, quoi. Donc, en synthèse, je donne un dernier kiss à tout le monde qui résume, à mon avis, les différences que fait l'approche de Palo Alto par rapport à d'autres approches. Et donc, je mets en évidence en quoi c'est, de mon point de vue, une révolution copernicienne pour que tout le monde puisse repartir voilà, avec quelques points de repère très simples, très accessibles, qui leur permettent d'ajuster leurs interactions au quotidien. L'idée derrière ce jeu, c'est de pouvoir avoir des outils de sensibilisation sur des grandes populations managériales, par exemple. L'idée, ce n'est pas de faire des spécialistes de l'approche interactionnelle, mais peut-être d'avoir voilà, une sensibilité interactionnelle plus forte dans les organisations. Je vais m'arrêter là dans cette rapide présentation pour qu'on puisse garder une dizaine de minutes pour des échanges ou des questions que vous auriez peut-être, sachant que moi, avec ce jeu-là, Middlefield, je pense qu'il présente un avantage, c'est qu'il peut très facilement être décliné dans des contextes très spécifiques. Et par exemple, dans le milieu des bibliothèques, bon, ça n'a pas pu voir le jour parce que mes interlocuteurs sont partis, en fait, sont partis à la retraite, mais on avait un projet d'articulation au sein d'un centre commun de documentation, au sein d'une bibliothèque. On avait commencé à écrire les histoires. En fait, ça va très vite. Ce qui était compliqué, c'était de penser l'architecture globale du jeu, mais maintenant, son adaptation à chacun des contextes, enfin, moi, je rêverais de pouvoir en faire différentes adaptations. Donc, si vous avez des demandes, n'hésitez surtout pas. Voilà. Allez, je réponds aux questions. Bonjour Olivier, je t'en retiens un exemplaire. D'accord. Pour notre prochaine... Ah oui, Oriane, d'accord. Ok. D'accord, Oriane. Pas de souci. Alors, est-ce que vous avez des questions? Allez-y, posez-moi directement les questions. Ou des remarques, enfin, voilà. Qu'est-ce qu'on peut partager pour les 9 minutes J'ai une petite question, Olivier. Bonjour, je suis Alexandra. De mon vrai prénom, Alejandra, mais comme c'est imprononçable, Alexandra, ça me fait aussi. Pour vous, les Français. Oui, tout ça m'a l'air extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, j'étais en train de me dire que je peux l'appliquer assez rapidement pour une mission que j'ai à Cognac sur une situation. Franchement, ça pourrait coller très bien. Très bien. Mais je me dis en même temps, serais-je capable de l'utiliser? Et donc, ma question est-ce qu'il y a une formation pour pouvoir utiliser, que ce soit le jeu Resolvia ou le jeu Middlefield? Est-ce que tu proposes une sorte d'atelier ou est-ce qu'en fait, tu reçois les cartes et tu y vas? Oui. Comment ça se passe? Resolvia, alors, je ne sais pas où tu en es dans ta connaissance de l'approche de Palo Alto, Alexandra, mais vraiment avec Resolvia, tu lis le mode pas besoin. Tu vas très bien tu vas te débrouiller. D'accord. Si tu as des questions. L'autre, c'est un dispositif qui est beaucoup plus conséquent, en fait. Je pense que c'est un jeu qui doit s'inscrire dans un projet pédagogique, en fait. Plus de travail à faire avec l'autre. Je voulais partager avec vous son existence parce que je crois que c'est vraiment un jeu très intéressant, mais je pense qu'il faut absolument l'inscrire dans une démarche pédagogique. Enfin, il a du sens par rapport à une démarche pédagogique à laquelle il faut réfléchir. D'accord ? Ok. Je pense que je vais te commander les deux. Je verrai ça plus tard. Avec plaisir. Un petit peu. Ok, merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a une autre question?
Fantastique. Alors, moi, c'est du pratico-pratique, parce que j'ai compris qu'entre les différents sets, tu changeais de groupe, enfin, les personnages restaient les mêmes, mais tu changeais les compositions de groupe. Exact. Donc, sur ton expérience, voilà, des groupes de quelle taille? Enfin, voilà, parce que tu ne peux pas le faire du coup avec 5 personnes puisque tu peux pas changer. Voilà. Ah oui, Martine. En fait, c'est quand, donc, dans ces formations dans lesquelles j'utilise Middlefield, j'ai des groupes qui vont de minimum 8 personnes à un max de 20. Ok. Mais on pourrait même imaginer plus. Hein, on pourrait imaginer. Plus, voilà, c'est ça. Oui, on multiplierait pour autant les jeux, tu vois. Et on pourrait faire avec 50 personnes, enfin 50, mais il faudrait qu'on soit plusieurs animateurs à ce moment-là pour être un peu à proximité des groupes. Mais moi, je l'ai utilisé dans des configurations dans lesquelles il y avait 16 personnes, donc j'avais 4 tables de 4, tu vois. Et donc là, c'était super parce qu'il y avait largement de quoi changer la composition des sous-groupes, quoi. En fait donc, voilà. 4 sous-groupes, hein, d'accord? C'est un grand groupe de 16, 4 sous-groupes de 4. D'accord, merci. Je t'en prie, Martine. Et il y avait une autre question, alors je crois, c'était qui voulait poser la question, en fait? Oui, c'était moi. D'accord. J'avais donc une question de clarification, c'est du coup, est-ce qu'on peut considérer du coup Resolvia comme un jeu plutôt pour petits groupes et Middlefield plutôt pour grands groupes ou... Non, tu peux... donc, la taille minimale de groupe pour utiliser le jeu Middlefield, ce sera 4. D'accord. D'accord. Resolvia, 2. D'accord. Il n'y a pas de... Enfin, voilà, le minimum pour Middlefield, c'est 4. Voilà. Sinon, et alors, du coup, ça fonctionne. d'accord. Ok. Et du coup, la taille des cartes, c'est quoi? C'est juste une question de praticité ou c'est parce que il y a le jeu des petites cartes, si j'ai compris, et grandes cartes? Ouais. En fait, si tu veux, moi je trouve que quand on est formateur et qu'on utilise le jeu, c'est bien d'avoir des grandes cartes. Parce que tu vois, tu les installes soit sur un bureau, soit par terre. Souvent, je mets des paperboards par terre et puis les personnes dessinent les boucles interactionnelles à ce moment-là. Et donc, et puis surtout, c'est intéressant parce que comme les grandes cartes, bah, tu peux les montrer au public. Tu vois, les personnes... la médiation est plus forte avec les grandes cartes qu'avec les petites cartes. Mais donc à chaque fois que j'utilise Resolvia en formation, j'ai tendance à utiliser les grandes cartes. À chaque fois que je suis avec des groupes, si j'anime un séminaire ou des choses comme ça, je vais plutôt utiliser le petit modèle parce qu'il y a une espèce d'intimité. Enfin, ça marche. Même le petit modèle, tu vois, à 3-4, ça marche super bien, quoi. En fait, Ok. Sachant... Alors juste parce que je suis peut-être passé à côté de l'information, mais du coup, sur un plan purement logistique, on te commande les cartes à toi et... Oui, et je vous les enverrai. Voilà. Ouais, vous m'envoyez un mail. Donc, tu nous envoies un lien à l'issue de la réunion, ça? Oui, tout à fait. Oui. Ok, super. Merci. Avec plaisir. Alors, peut-être juste en conclusion, parce que je vois qu'il reste 1 minute, pour ceux qui ne connaissent pas l'approche de Palo Alto, il y a des dates sur le site, Carole mettra le lien peut-être dans la conversation. On a des groupes là qui démarrent en janvier. Il y a un groupe de 8 qui est super. N'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes les bienvenus. Je propose 2 formations, ce que je disais en pré-webinaire. Une formation de 6 jours, c'est la formation de base, en 2 fois 3 jours. Et puis après, on a un cycle de formation en 6 fois 2 jours qui est très centré sur l'entretien d'accompagnement, parce qu'en fait, tout part de là dans l'approche de Palo Alto, c'est la qualité de l'entretien d'accompagnement. Merci 1000 fois d'avoir été présent. C'est pas facile ces formes de webinaire, parce que j'en vois qu'une toute partie d'entre vous. Et bon, j'espère que ça a été confortable pour tout le monde. À très bientôt.